Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, Vincent utilise Pierre, en fait, qui est de retour avec nous, Pierre Desrochers, que vous connaissez bien pour plusieurs podcasts qu'on a fait ensemble. Donc, Vincent l'utilise pour probablement se pogner le beigne, mais ça, on n'a pas de confirmation de ça. Ce sera à lui de se rendre des comptes au prochain épisode. Puis, aujourd'hui, Pierre, tu es là parce que, en fait, j'ai bien aimé la manière dont le Reason Magazine a montré l'événement du décès euh, de Paul Ehrlich. On a appelé l'article Population Doomster and False Prophet of Ecological Apocalypse. Paul Ehrlich has died. Donc aujourd'hui, on va parler de ce funeste personnage ensemble, Paul Ehrlich, qui est peut-être Mais le moins pire, c'est que je connu des connais. Québécois, mais qui est important, je pense, Ah non, mais il de le est important. présenter, là. Non, il est important parce qu'il a été très influent. D'ailleurs, le journaliste Ronald Bailey, c'était un ami à moi et je sais qu'il était quand même en termes assez cordial avec Ehrlich dans le passé, mais Ah oui? Ehrlich a une tendance à brûler des ponts, puis qui sait ce qui s'est passé? Ça fait peut-être, ça au-dessus de 10-12 ans que j'ai pas parlé à Ronald, là, mais en tout cas. Mais non, Ouais. non. Mais d'ailleurs, tu peux voir, on va en parler dans oui. Comme quoi le milieu des méchants libéraux, libertariens n'est pas si grand que ça, parce que je te présente un article que je t'ai pas pantoute parlé, puis tu me dis: «Ah ben oui, je le connais, Ronald, Ben qui a oui, écrit l'article.» ben oui, d'ailleurs, Ronald, je peux bien te dire, il est devenu un peu soft à un moment donné, ces changements climatiques et on a eu quelques discussions autour d'une bière là-dessus, il y a bien longtemps. C'était un Ah, c'est petit ça. monde, c'était un petit monde. Mais Et je vais vous raconter d'autres anecdotes sur Ehrlich, là, si tu veux, bon, je vais comme, Frank le mentionnait, Vincent m'a contacté pour, je me fais pas d'excuses, là, un peu à la dernière minute, donc pour les gens qui sont habitués à mon style, j'ai seulement une quarantaine d'images aujourd'hui, ça va peut-être être un peu moins cohérent que d'habitude, ouais, mais j'ai trouvé ça très sobre. lundi. Honnêtement, je m'attendais à au moins 120, mais là, j'ai vu 47. S'il m'avait donné une autre Mais semaine, puis si ça n'aurait pas été le temps de l'année ou je suis ouais, plus occupé, exact. ça aurait fait différent. C'est Bon, c'est alors ça. on peut toujours y aller, là, voilà. Yes, donc juste avant, Yann, tu voulais faire la plug pour le petit livre d'Antoine. Ben, le petit livre est quand même assez volumineux, là. Christy Maison, c'est que ça? C'est Ah, le c'est 500 troisième. pages. C'est le troisième, ça, si j'ai bien compris. Écoute, j'avais promis à Antoine que je le lirais pendant mes vacances, chose que j'ai faite. Ça n'a pas été vraiment difficile parce que c'est un page-turner, honnêtement, là. J'étais un peu flabbergasté, Frank, sincèrement, dans le sens que Antoine, c'est le premier roman qu'il écrit. Ben, en fait, les trois, la trilogie, sa première trilogie, mais aussi les premiers romans qu'il écrit. Il avait déjà écrit un livre plus biographique un peu pour son équipe de baseball de 2003. Je tombais en bas de ma chaise parce que les deux premiers tomes, sérieusement, étaient vraiment intéressants. Puis tu te rends compte c'était multifacette. Pierre participe à l'occasion dans les livres. D'ailleurs, mes passages préférés du livre Antoine, c'est quand que Peter Rock nous donne un cours d'économie. C'est juste magique, là. Fait que, tu sais, sincèrement, c'est vraiment cool. Il y a tout l'environnement du trio économique est dedans, puis c'est vraiment le fun, tout ce bout-là. Fait que les deux premiers tomes étaient vraiment le fun. Sauf que dans le troisième, je suis tombé en bas de ma chaise parce que c'est un voyage dans le temps. Mm. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, est-ce qu'il va le ramener dans le futur? Est-ce qu'il va rester dans le passé? Ainsi de suite. Je ne ferai pas de spoiler, je ne dirai pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais tu te rends compte qu'il a comme ouvert pendant les deux premiers tomes, là, Antoine semait la graine du troisième tome, mais on sent qu'on s'en rende compte trop. OK, ouais. Puis on arrive à la fin dans le troisième tome, et là, il vient attacher toutes les boucles qu'il a mis tout au long du livre. Puis il a été chercher, de l'expertise du trio économique, un bout financier avec moi. Vous allez le reconnaître, on le voit plus dans le troisième tome, le bout financier que j'ai travaillé.
Mais il a été chercher de l'expertise aussi dans le monde des arts martiaux, dans le monde du baseball, le recrutement. J'ai même reconnu un des recruteurs à la fin que je connais pas personnellement, mais je connais de nom dans le milieu. Puis il a parlé directement à ce recruteur-là pour l'aider à écrire le livre. J'ai fait calvaire, il y a donc même du travail dans ce livre-là, man, c'est malade. Là. Puis l'histoire est réellement intéressante. Puis pour un voyage dans le temps, ça peut être compliqué, créer une histoire de voyage dans le temps. Là, il y a des affaires qui peuvent être incohérentes ou des Ouais, choses comme ça. faire des anachronismes. Chris, il n'y en a pas. J'essaie de voir il est où le bug dans son affaire, puis tout ça, puis zéro puis une barre, là, c'est vraiment bien fait. Fait que j'ai été fessé, honnêtement, pour un auteur pas connu qui a jamais fait ça, là, je m'attendais pas à ça. Tu sais, notre job, c'était de le vendre, là, tu sais, veux pas, on a fait de la publicité pour Antoine, puis ainsi de suite. Mais là, faut trouver un moyen que ce gars-là se fasse connaître, là. Sérieusement. Je suis sincère quand je dis ça, là, j'ai adoré ce livre-là. Pour Ben, vrai, écoute, là, c'est... on ne changera pas le monde avec le podcast, mais on a quand même incité quelqu'un modestement à écrire une trilogie. Moi, je trouve que c'est Chris, quand c'est même bon pour de vrai, là. un bon accomplissement pareil. Ouais. Ouais, mais là, vous, les gars, vous êtes beaucoup plus en avance que moi sur l'intelligence artificielle. Là. Pourrais-tu mettre le texte et puis dire, illustre-moi ça, là, fais-moi une série Ouais, c'est ça. d'intelligence artificielle. Là, c'est Hey, ça. veux-tu que je te donne de quoi? Tu sais, ton livre, le Population Bombed, Oui, que tu as oui. écrit Tu veux avec ta dire conjointe. ce petit livre Tu là, veux voilà, dire Exact. ce livre-là, ouais. voilà. Moi, ça fait 3-4 ans que je le lis par temps perdu, à un moment donné. Puis je l'adore, puis tout ça. Mais tu sais, c'est écrit un peu... on s'entend, là, vous avez Non, non, beaucoup écoute, de stock là-dedans, des références, ainsi de suite. Des bouts, ça arrive que je prends des print screens puis je me fais faire des résumés avec GPT. Je non, mentirais c'est pas. correct. Non, non. Mais je l'adore, ton livre, sérieux. En fait, c'est un peu fou, là, la bibliographie qu'il y a dedans. Moi, je capote un peu. Là. Ben, c'est que si tu veux savoir la vraie histoire du livre, à l'origine, ça devait être un papier genre de 25-30 pages. Mais malheureusement, j'étais en année sabbatique. Alors, je me suis comme laissé lousse un peu, là. Fait que Puis on voit j'ai. le travail de ta conjointe qui est. C'est bibliothécaire, je pense que c'est la bonne façon de le dire, son travail. Ouais, mais j'ai l'impression des fois d'avoir marié Léonard de Vinci, là. Je veux dire, elle a une maîtrise en génie électrique. C'est une artiste de premier ordre. Elle a suivi des cours d'art. Elle est vraiment très bonne en dessin. Pouce vert. Elle connaît le monde de l'automobile beaucoup mieux que moi, là. Je veux dire, en tout cas, c'est. Parce Mais qu'on elle, sent mais sa elle, touche c'est on une sent sa touche dans ton livre parce qu'il y a tellement de recherches. Tu te dis, Christy, c'est où est-ce qu'elle a pogné ça, toutes ces affaires-là? Fait que pour vrai, Ah un non, méchant elle- travail de recherche, le livre que tu as fait de Ben, ce côté-là. tu vas voir, je vais en parler. Peux-tu aller à la première image avec Paul Ehrlich? C'est une bonne façon d'amener le sujet parce que j'ai mis Paul et sa femme. Parce que sa femme collabore avec lui depuis le début. Elle Et essayait-tu d'être le 5e Beatles ou est-ce que là, elle avait une couple de cheveux. Ouais, c'est Ils se sont rencontrés dans les années 50. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, elle étudiait le français à l'Université du Kansas. Ehrlich n'a pas été un très bon étudiant au bac, mais il était en contact avec des gens au Musée d'histoire naturelle à New York. Et puis, à un moment donné, le gars avec qui il travaillait là-bas s'est retrouvé prof à l'Université du Kansas. Puis Ehrlich il a dit, écoute, j'ai trop foiré dans mon bac, là, mais je peux être assez bon pour l'Université du Kansas. Regarde, je rentre de 2 séjours dans le Grand Nord canadien où j'ai étudié les mouches noires et les moustiques. Là, peux-tu me prendre dans ton programme? Et d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas à propos d'Ehrlich, c'est que justement, il s'est intéressé aux insectes quand il était assez jeune. J'ai l'impression que la communauté des entomologistes aux États-Unis, lui, il a grandi en banlieue de New York, là, du côté du New Jersey. Fait il a eu la chance de s'inscrire dans ces milieux-là quand il était encore assez jeune. Puis à un moment donné, ils ont donné le genre de job dans le Grand Nord que tu donnes aux étudiants, j'ai l'impression, parce que les personnes plus âgées ne veulent pas y faire. Donc, il y avait des bases militaires et lui, sa job, justement, c'était d'étudier les moustiques, les mouches noires, puis ces affaires-là. Et il raconte que c'est là qu'il a vécu l'histoire la plus terrifiante de sa vie, parce qu'à un moment donné, il sort avec un collaborateur un matin, mais ils n'ont plus de fusils disponibles. Ils sont dans leur camp, quelque chose, il y a plusieurs personnes qui sortent avec des fusils, puis ils se pointent, puis il regarde, il dit, au fond, c'est quoi le point blanc qui a l'air de venir vers nous ici? Fait qu'évidemment, c'était un ours polaire. Fait qu'ils ont tous sacré à terre, ça a l'air qu'il a failli mourir cette journée-là. Et c'est comme ça que l'ours polaire n'a pas réduit la population mondiale. Le monde intellectuel a été pas mal différent par la suite. Fait que la morale de cette histoire, c'est qu'Ehrlich survit à ça, se retrouve à l'Université du Kansas, rencontre l'étudiante qui est pas tellement plus jeune que lui, mais c'est encore une étudiante de bac, lui étudiant en maîtrise à l'époque. Puis elle sort avec un Français.
Fait qu'il est bien déçu, mais ça a l'air que le français est reparti. Puis finalement, ils se sont mariés pas longtemps après. Mais tu vois, sa femme, elle était, avant d'étudier en français, elle étudiait en art. Donc, si tu veux aller à l'image suivante. Ah non, je l'ai oublié. L'image d'après. On va revenir. Je m'excuse, là, c'est un peu. Donc, si tu regardes, il a été connu avant d'écrire The Population Bomb pour écrire sur les papillons, là, qui était sa première véritable passion au début. Et toutes les illustrations ont été faites par sa femme, pour sa thèse de doctorat aussi. Donc, c'est le genre-là qui se mettait à un microscope, disséquait les Wow. papillons, puis produisait les illustrations. Donc, Tout par à la la suite, main, ça, là, à cette époque-là. là. ouais, c'était tout à la main, c'est ça. Puis, je pense qu'elle est assez bonne écrivaine, là, c'est pour ça qu'elle étudie en genre littérature, ce genre de choses-là. Donc, elle a beaucoup collaboré avec lui. Donc, si tu veux remonter à la première image, là, je voulais juste lui rendre, ouais, l'autre avant, là, s'il te plaît. Puis la façon d'expliquer Paul Ehrlich, et ça va être beaucoup trop boomer pour vous, mais je me disais quelle personnalité québécoise lui ressemble le plus. Et est-ce que le nom de Michel Chartrand vous dit quelque Ben chose? oui. Ouais. Bon. OK, il était mal engueulé à ce point-là. Oui, ben c'est ça. Tu vois, Chartrand, là, c'est. OK, donc les gens de votre âge le connaissent. OK. Ben Fait oui, que, mais c'est parce qu'il y a des clips célèbres de lui qui circulent quand même. hein, des chaînes bavues, là, des économistes, là, c'est ça. Fait que, Oui, le human interest, ça me fait chier. c'est ça, exactement. Ça, c'est quand même une de ses meilleures, pareil, il faut le Ouais. dire. Mais Ehrlich est exactement comme ça, pour ce que j'en comprends. Je connais quelqu'un, pas Ronald Bailey, mais qui est encore plus près de lui, qui a été son conseil d'administration, disons, d'un organisme là, de conservation des rocheuses. Puis ça a l'air qu'en privé, c'est une personne complètement différente, mais aussitôt que la caméra sort ou qu'il est en public, moi, une histoire qu'on m'avait racontée sur Michel Chartrand, c'était une personnalité de droite qui est un peu connue à Montréal. Ben, ça ne vous dira rien là, pour votre génération. Il me disait un jour, c'est ça, il parle avec Chartrand un à un, ils sont tout seuls dans une pièce. Fait que, tu sais, Chartrand parle normalement, puis tout. Puis à un moment donné, il y a un gauchiste qui rentre dans la salle. Fait que là, ça a l'air que Chartrand change de personnalité tout de suite. Il se met à monter le ton, là, puis il veut montrer qu'il ne se fera pas intimider par quelqu'un de droite, et puis tout ça. Fait que, puis Chartrand aussi était marié à Simone Monet-Chartrand, là, qui était sa collaboratrice de longue date, et puis tout. Fait que, enfin, pour faire une histoire courte, là, pour les gens qui connaissent l'histoire, je me disais, quelle est la personnalité la plus proche en termes de toujours opérer en cliché, pas de pitié pour ses opposants, puis ça me fait chier, tout ça. Là, je pense que la personne qui ressemble le plus, sans y avoir trop réfléchi, selon moi, ce serait Michel Chartrand. Donc, il faut comprendre que quand tu vois Ehrlich en public, il est apparemment différent de ce qu'il est en privé. Mais il s'est créé un personnage et puis il répète les mêmes slogans, les mêmes rengaines là, pendant des années. Puis voilà. OK, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup de succès. Donc, ici, c'est la liste des principaux prix qu'il a gagnés. Je voulais, si Vincent avait été là, j'y aurais tiré à la pipe sur le Crawford Prize. Le Crawford Prize, ça a été créé un peu pour compenser l'absence de Nobel. Donc, dans son testament, Alfred Nobel a légué des prix pour la paix, les sciences et puis tout ça, mais il n'y en a pas légué un pour les économistes. Fait que le prix Nobel en économie, vous le savez peut-être, c'est un prix qui est donné par la Banque centrale de Suède. Ce n'est pas un prix qui vient de la fondation Nobel. Mais la façon dont ils s'en sortent, c'est qu'ils disent, sauf qu'ils ont créé un prix qui dit le prix en mémoire d'Alfred Nobel de la Banque centrale de Suède. Ouais. Les biologistes ont fait la même chose, sauf qu'ils ont été moins smart. Fait qu'ils ont gardé le nom de la fondation qui leur donne l'argent. Fait que tu as quelque chose qui s'appelle le Crawford Prize, mais c'est l'équivalent du prix Nobel en biologie. Puis il l'a reçu apparemment pas tant pour ses propos malthusiens, ses propos anti-population, mais pour sa recherche sur les papillons. Puis moi, j'essaie de comprendre un peu ce qu'il faisait en biologie. Puis ce qui est intéressant avec Ehrlich, c'est qu'au début de sa carrière, il était plus ou moins opposé à l'idée des taxonomies. Il disait, ouais, un ours polaire, c'est un ours polaire, mais ils ont des trucs avec les grizzlies, puis c'est tout ça. Fait que je me suis dit, Frank, ce qui pourrait t'intéresser, s'il n'a pas changé sa position par la suite, je ne suis pas sûr qu'il aurait reconnu l'existence du caribou forestier, par exemple. Ça se peut. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que c'est un bon environnementaliste, mais il dit, le caribou forestier, c'est juste une sous-population des autres. Fait que, mais je pense qu'il aurait dit de toute façon qu'il ne fallait pas couper les arbres dans ton coin. Là. Non, c'est très mais en tout cas, fait qu'il a gagné toutes sortes de prix. Puis ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'effectivement, il est devenu une célébrité qui est sortie de son domaine parce qu'à l'origine, à l'université Stanford, au sud de San Francisco, ils l'ont engagé pour enseigner deux trucs, l'entomologie, les insectes. Puis en même temps, je pense qu'il n'y avait personne pour enseigner l'évolution. Fait qu'ils ont donné le cours d'évolution. Puis le dernier cours,
la dernière classe dans son cours d'évolution, il parlait d'évolution de la race humaine. Et c'est là, dans le fond, qu'est né The Population Bomb. Fait que si tu veux Mais aller, c'est-tu moi ou les gens qui sont devenus très célèbres dans le domaine, pas tous, là, mais beaucoup de gens qui sont devenus très célèbres dans le milieu des milieux environnementalistes et écologistes, c'est tous des gens qui, à la base, viennent pas de là. Tu sais, je pense à Hubert Reeves. Là. Moi, la première fois ouais. que j'ai entendu parler d'Hubert Reeves, c'était pour parler de la nébuleuse de je sais pas quoi, puis d'astronomie. Tu sais. Puis il avait écrit des livres sur l'astronomie. Puis un moment donné, il a sorti un bouquin du genre, ça s'appelait un truc du genre Je n'aurai jamais le temps, ou quelque Mhm. chose de même. Puis il disait tu sais, qu'on s'en allait vers la sixième extinction, ou je sais pas trop. Après ça, tu as eu Albert Jacquard qui a fait exactement la même affaire, qui est un biologiste qui parlait de Ouais. génome puis tout ça, puis maintenant il a viré écolo. Il a eu la même chose avec Denis Meadows, puis en tout cas les gens qui ont écrit le rapport du Club de Rome. Là. Ah ouais. On dirait Puis que c'est comme un genre de manière, c'est comme s'ils réalisent que, ah tiens non, je pourrais être super populaire si je parlais d'environnement. il y a ça, mais en même temps, je pense qu'Ehrlich est assez typique aussi. Je sais pas s'il a jamais eu une vraie job d'été de sa vie. Ce que je veux dire, c'est que il est entré en contact avec le musée d'histoire naturelle, quand il avait genre 15-16 ans. Puis bon, c'est quelqu'un qui, chez lui, collectionnait déjà les papillons, puis il y avait des poissons tropicaux, puis vu qu'il était pas loin, ils ont donné une job là, en lui disant, ben écoute, si tu classes ça, on va te donner quelques cents, puis tu peux Hum. garder les papillons dont on ne sait pas d'où ils viennent. Mais c'est un profil que j'ai vu souvent pendant ma carrière ici. Tu recrutes les étudiants les plus brillants, genre à leur deuxième année de bac, et ces gens-là, s'ils font une carrière universitaire, n'auront jamais eu une job en dehors du monde universitaire depuis leur deuxième année de bac. Fait qu'évidemment, ils sont socialisés dans un monde où la création de richesse, c'est de remplir un formulaire de demande de bourse. Tous leurs collègues sont gauchistes. Ils ont beaucoup de misère. Écoute, je vais me mettre dans le trou, là. Je devrais dire des trucs comme ça dans le Parti Patreon. Mais je regarde mes collègues ici sur l'étage. Toute la gang, je suis sûr qu'on score dans le 1 ou 2 en termes des tests d'intelligence conventionnels. Mais le pourcentage de collègues ici qui comprennent la loi de l'offre et de la demande et que, par exemple, un problème de la crise du logement, ça peut être très simple. L'offre ne répond pas à la demande. Mais ils sont comme pas capables. Ouais, c'est ça. Il y a des. Il y a quelque chose qui ne clique pas dans leur cerveau de gens Non, c'est ça. supérieurement intelligents. Fait que je pense que c'est aussi le problème de quelqu'un comme Ehrlich. Puis d'ailleurs, si Vincent avait été là, j'ai dit à un moment donné, on va voir The Population Bomb. J'ai essayé de comprendre à un moment donné quelle est sa vision de la création de richesse. Parce qu'évidemment, Ehrlich, dans sa politique, c'est quelqu'un de gauche, mais un gauche typique. Il ne pense pas à la création de richesse, il pense juste à la redistribuer. Puis, lui, sa vision de faire le bien, c'est de protéger l'environnement pour les générations futures. Ce qui, dans les années 60 en Californie, veut dire on n'en veut pas d'immigrants. Le grand terrain à côté de Stanford, on n'autorisera pas la construction de maisons. Il faut garder ça pour un terrain pour les étudiants, pour qu'ils puissent étudier les choses. Puis à l'époque, les syndicats en Californie, même, je présume que César Chavez ne vous dira rien, là, mais c'était les travailleurs latinos dans l'industrie du raisin pour les vignes à l'époque se sont organisés en syndicats. Qu'est-ce qu'ils faisaient, entre autres? Ils sortaient leur batte de baseball puis ils allaient taper ces immigrants illégaux. Parce que les syndicats, à l'époque, n'aimaient pas les immigrants illégaux. En tout cas, bon, en tout cas, Moi, ce que j'aime, juste avant que tu expliques ouais, un peu le Population Bomb, c'est ouais, que, tu sais, les méchants gens de droite, on dit toujours, vous faites du populisme. ouais. Je pense que j'ai jamais vu une couverture de livre aussi populiste de toute ma vie. Là. Donc, pour ceux qui sont en audio, ça s'appelle The Population Bomb. Le sous-titre, c'est Pendant que vous lisez ces mots, 4 personnes sont mortes de faim, Ouais. de famine, la plupart d'entre elles des enfants. Et là, on voit une bombe à l'intérieur duquel il y a un gros bébé joufflu. Et Ouais. on comprend que la bombe est en train d'exploser. Je veux dire, tu peux C'est pas. le bébé qui est le détonateur, là, c'est ça. Non, mais C'est le mettons que bébé tu me qui est- disais, genre, faut que tu m'illustres le principe de la démagogie, je ferais exactement Ouais. cette couverture-là. Là. Je veux dire, tu peux pas faire mieux que ça. Là. Non. L'appel au sentiment, tout est là. Là. C'est l'appel au sentiment, l'idée de rendre le lecteur déjà coupable avant d'avoir même commencé à lire le livre. Tous les mécanismes psychologiques sont là. Oui, mais tu vois, c'est quelque chose dont Ehrlich a toujours essayé de se dissocier un peu. Puis on lui demande quelle est la seule, quelles sont les erreurs que vous avez faites dans votre vie? Ah, j'en ai juste fait une. J'ai laissé mon éditeur choisir le titre du livre. Et puis, je présume que l'éditeur aussi, c'est lui qui a Ben créé oui. ça. Fait que, tu sais, quand je disais que j'ai déjà correspondu avec sa femme, c'est que pour le 40e anniversaire du livre, à l'époque, j'étais sur le comité éditorial d'un petit journal libertarien qui s'appelait l'Electronic Journal of Sustainable Development. Ça a duré 3 numéros parce que le problème des libertariens, c'est que Ça se chicane. ça chicane pas mal. Tu sais. Il y a les 5 grands
c'est quoi en français, les 5 personality traits, là? Il y en a un, agreeableness, là, la convivialité, là. Les libertariens, d'habitude, ne scorent pas bien gros là-dessus. Fait qu'en tout cas. Mais la morale de cette histoire, c'est que c'est ça. Moi, j'ai comme. Je mange pas le dire, dans le fond, c'est pas un secret. Là. C'est moi qui me suis occupé du papier d'Anne Ehrlich. Fait qu'évidemment, je n'allais pas le refuser. Mais elle, c'est exactement comme son mari, qu'elle a été la pire erreur de notre vie. On a laissé l'éditeur choisir le nom. Nous, on voulait appeler ça genre Population Resources and the Environment. Fait que tu peux comprendre pourquoi l'éditeur. Fait que, ils sont toujours défendus de ça, mais jusqu'à quel point c'est vrai ou pas. Puis en même temps, il faut dire pour Population Bomb, comme je le disais, c'est basé dans le fond sur un cours que Ehrlich donnait. Il dit je l'ai écrit avec ma femme pendant un mois, puis ma deuxième erreur dans la vie, c'est que je ne me suis pas battu pour avoir le nom de ma femme sur le livre parce que je pense que c'est surtout elle qui l'a écrit. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Milton Friedman, là, mais les livres populaires, là, Milton et Rose Friedman, c'est souvent Rose qui les écrivait aussi. Là. Fait que c'était un peu la même histoire pour Ehrlich. Fait que c'est ça, c'est ma plug, mon name dropping avec Anne Ehrlich. C'est comme ça. Elle n'a aucune idée de qui je suis, mais j'ai déjà correspondu avec elle il y a une vingtaine d'années. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'il nous dit, Ehrlich? Ben, vous connaissez le message, là, surtout qu'il s'est réécrit plusieurs petits articles sur lui. Là. La bataille pour nourrir l'humanité est finie, on va tous mourir de faim, puis les optimistes. Et c'est là que son côté Michel Chartrand sortait. Puis je ne le connais pas, Michel Chartrand, je devrais peut-être me taire, mais il est extrêmement mesquin avec ses opposants. Je veux dire, il ne leur donne jamais le bénéfice du doute. Il disait toujours celui qui me critique, il aurait-tu pu trouver quelqu'un qui est capable de compter jusqu'à 20 sans lever ses souliers puis compter sur ses orteils, là, ou quelqu'un qui a un cerveau plus gros qu'une canneberge, là, il dit toujours ça. Puis, même drôle, pareil. Hein, mais... Ouais, non, mais c'est exactement le genre de personnage, là, ingénieux, baveux, les économistes. Quoique, je m'excuse, Frank, tu m'intimides tellement pour les imitations, là, je ne devrais même pas essayer. Là. Je ne sais pas si vous avez... Ben non. Mais non, mais écoute, je ne sais pas si ton imitation de Chantal Hébert a été rendue publique ou si tu travailles encore dessus, là, mais bon, enfin, pour les auditeurs, ça vaut le prix d'abonnement. Fait que fin de la plug, là. Fait que lui, en gros, il disait, vu qu'on va être 7 milliards en l'an 2000, donc ça, c'était ça qu'il disait en 1968, on va mourir de faim parce que la vieille thèse, quand on dit néo-malthusianisme, c'est ça, c'est la vieille thèse de Robert Malthus quand il disait ça, qu'en gros, il n'y aurait jamais assez de terres arables en Angleterre pour nourrir tous les Anglais, vu qu'en plus c'est une île, maintenant, tout le monde va mourir de faim. Cette idée-là a été reprise maintes et maintes fois, dont par lui. Donc par lui, c'est ça. Puis la version, à partir de la deuxième version de Malthus, c'est ça. C'est de dire que, évidemment, au début, tu occupes les meilleures terres agricoles, fait que plus tu dois produire davantage, plus tes rendements vont diminuer. Puis en tout cas, ouais, c'est ça, on en a déjà. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens-là, Pierre, pour qu'ils ne comprennent pas que l'humain s'adapte quand même facilement depuis toujours? Écoute, moi, c'est pour ça qu'au début, je voulais être un peu généreux. Là, moi, juste une parenthèse, moi, je suis plus indulgent envers le premier qui est arrivé avec cette thèse-là, parce que tu dis, on est quand même à l'époque des chevaux, puis de la on est dans une agriculture. Des famines à répétition. Là, des famines à répétition. On est à une époque d'une agriculture, je dirais pas primitive, mais pas loin. Là. Mais lui qui écrit ça en 1968, c'est que les tracteurs existaient déjà. Là. Oui, puis... Tu pouvais quand même penser qu'il allait avoir un progrès technique. Là. Non. Puis quand je vais vous le dire plus loin, c'est drôle parce que les plus anti-malthusiens à l'époque, ou dans les 20-25 ans avant Ehrlich, sont aussi à Stanford. On va y revenir. Mais tu vois, pourquoi ils ne comprennent pas? Et au début, je voulais être un peu généreux, justement, parce que je suis entouré de Paul Ehrlich ici. Mes collègues ne sont pas des méchantes personnes, mais ils ne sont pas capables de voir que les humains sont différents. De dire que les humains, on s'est rendu au sommet de la chaîne alimentaire parce qu'on fait du commerce, parce qu'on innove, parce qu'on a une division du travail, parce qu'on a un système de prix, parce qu'on peut utiliser du pétrole ou des choses que les autres espèces ne peuvent pas utiliser. Ils ne sont pas capables. Puis comme je vous dis, si je faisais passer des tests d'intelligence à mes collègues, on score pas mal. Écoute, pour être prof à l'Université de Toronto, même en géographie, il faut que tu scores quand même pas mal. Fait que je ne sais pas. Mais sauf l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis allé réécouter une couple de podcasts parce que je voulais me préparer un petit peu. Là. Fait qu'au lieu de vous écouter, j'ai écouté quelques podcasts qui sont sortis quand Ehrlich a sorti sa biographie il y a 2 ans. Et c'est là que je me suis rappelé pourquoi j'aimais pas Paul Ehrlich, les jokes de cerveau de cranberry, puis de compter sur ses doigts d'orteil, puis ce genre de choses-là. Fait que
Fait que non, fait que je vais être un peu moins généreux. Fait qu'en tout cas. Mais ça, on en a déjà parlé dans notre podcast. Je ne sais pas si tu pourrais peut-être mettre en lien plus tard avec celui qu'on a fait là, sur le jour de la Terre, ce genre de choses-là. Donc, on ne peut pas diminuer l'importance d'Ehrlich à la fin des années 60, début des C'est années vraiment un 70. contexte. Là, tu sais, Oui, c'est ça. les gens ils connaissent, on a parlé du Club de Rome, j'en ai parlé Ouais. dans un bouquin, tu en as parlé aussi. Fait que, tu sais, on a parlé aussi de Julian Simon. Ouais. Tu sais, The Population Bomb, ça s'inscrit un peu dans cette mouvance-là, fin des années 60, début des années 70, Mm. on a atteint certains parlaient du peak oil, d'autres parlaient Ouais. du pic des ressources, puis là, ça va aller en déclinant, puis on va être obligé de gérer une espèce En fait, c'est le début de la décroissance, là, Ouais. sans que le mot soit nécessairement utilisé par Ehrlich. Là. Non, mais sauf que Ehrlich, lui, C'est un justement, peu la même idée. Hein. Oui, mais Ehrlich, comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast, c'est le gars qui a le plus de succès. C'est loin d'être le plus original. Enfin, il dit rien dans The Population Bomb qui n'a pas été dit depuis longtemps. Fait que c'est ça. La morale de cette histoire, les pauvres sont le problème. Une chose que je n'ai pas mentionnée la dernière fois, c'est que je pensais peut-être en parler quand je vais parler des critiques féministes de Paul Ehrlich. Oui, je vais faire ça. Là, prière de ne pas. Écoutez le podcast, ça va être intéressant quand même. Changez pas de canal. Là. Mais tu vois, c'est ça, c'est que tu as eu des campagnes de stérilisation en Inde, mais évidemment, tu vois, c'est toujours les femmes qu'on met de l'avant, alors qu'en Inde, ils ont surtout fait des vasectomies. Et les gens qui en sont. Les vraies victimes en Inde, ça a surtout été des hommes, des intouchables, des musulmans, parce qu'évidemment, c'était fait tout croche, c'était pas hygiénique, se retrouvaient dans des hôpitaux coincés. Parce que c'est une époque où la première ministre de l'Inde, Indira Gandhi, avait supprimé les libertés individuelles, parce que oui, l'Inde est une démocratie, mais on l'a accusé d'avoir triché pour gagner ses élections, fait qu'évidemment, c'était comme genre COVID, c'est stéroïdes, là, fait qu'on a suspendu les libertés, puis tout ça, puis ils en ont profité pour mettre de l'avant des politiques très coercitives. Mais tu vois, les féministes vous disent toujours que les femmes ont souffert. En fait, il y a plus d'hommes qui sont morts, je crois, des mesures de stérilisation forcée en Inde que de femmes. Mais je pense que c'est pas honnêtement, tu viens de mentionner ça de même, comme si ça allait un peu de soi, là, mais je suis pas sûr que c'est tout le monde qui est au courant qu'en Inde, on vasectomisait de force des hommes parce qu'on jugeait qu'il y avait trop de monde. Là. Ils ont fait ça en 75-76, ouais, c'est ça. OK, un peu dans la même lignée que la politique de l'enfant unique en Chine. Exactement. Sauf que eux, ils allaient à l'avance. Ben voilà, exactement. Sauf que jusqu'à quel point on peut blâmer Ehrlich pour ça? C'est celui qui est le plus populaire là, pour dire que ça nous prend une réduction drastique de la population, mais c'est loin d'être le seul. Puis ces politiques-là, les fondations de ces politiques-là avaient commencé avant que The Population Bomb soit. C'est fou pareil, parce que tu dis, les conséquences de défendre des idées pareilles, c'est une forme de la mutilation au final. Je veux dire, quelle violence tu peux faire de plus à quel apport le tuer? Là? Quelle violence tu peux faire de plus à un être humain que de le stériliser de force? Là? Je veux dire, je pense, on s'imaginait ça que dans des régimes genre pré-45. Oui. Mais tu vois, l'Inde était une démocratie en théorie. Donc, ouais, bon, ça ici, c'est ma petite jeunesse. Je ne sais pas si vous connaissez ces films-là, là, Soleil vert, L'âge de cristal. Soleil vert, ouais. Ben, tu vois, moi, ce que j'ai mis en bas, c'est celui à droite, c'est celui qui m'a le plus traumatisé quand j'étais flou. Je ne sais pas si vous l'avez Je ne vu. le connais pas, moi. C'est un épisode de la série de Star Trek à l'origine. Je pense que ça s'appelle The Gideon Mark. Et c'est une planète où tu as de la surpopulation, les gens meurent plus, fait que ils savent que Kirk a une maladie qui peut être transmise, qui pourrait aider les gens à mourir parce que sinon leur planète ne survivra pas, puis tout. Puis, en tout cas, moi, je l'ai peut-être vu là, parce que Star Trek, ça jouait tout le temps quand j'étais flou, quand j'avais 5 ou 6 ans. Et ça m'a beaucoup plus marqué que les autres films qui sont censés être plus. Enfin, peut-être un peu plus traumatisant, mais je les ai vus quand j'étais un peu plus vieux. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, tout le monde parlait de ça. Puis le film en haut, ZPG, Zero Population Growth, c'est basé sur un organisme que Ehrlich va fonder avec d'autres. Et il a même été consultant pour ça. Je pense que ça avait été filmé au Danemark. Là. C'est le seul film de ce genre-là que j'ai jamais vu. Je pense que c'est sur YouTube, mais ça a l'air tellement mauvais. Là. Tu vois, c'est parce que à cause de la surpopulation, tu as de la pollution de l'air, les gens sont obligés d'avoir des masques à gaz et le gouvernement doit intervenir pour le bien de tous et dit vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Évidemment. OK, puis l'actrice qui joue là-dedans, Geraldine Chaplin, c'est la fille de Charlie Chaplin. La fille ou la petite fille, je ne sais plus. C'est peut-être la fille. En tout cas, du début des années 70. Ouais, ben, c'est vrai que Chaplin, il les aimait jeunes, fait que c'est possible que ça soit sa fille. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Là. Geraldine Chaplin, une actrice américano-britannique, elle est la fille de Charlie Chaplin. Ben voilà, c'est ça. OK.
Ben, À d'ailleurs, moins, il y a à une moins que. ressemblance un peu, là. Ouais, c'est ça. Donc, elle aurait dans les 80 aujourd'hui, là. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va mettre. Quelle est la principale caractéristique d'Ehrlich par rapport à d'autres gens à l'époque? C'est que Ehrlich, lui, il vous dit, puis sa femme aussi, euh, que vous soyez dans une économie capitaliste ou une économie communiste n'a pas d'importance. Le fait qu'il y ait trop de bouches à nourrir, votre économie va s'effondrer de toute façon. Donc, pour eux, la surpopulation est la cause de tous les problèmes. Ce n'est pas le système politique, ce ne sont pas les incitations, c'est juste le fait que si tu as trop de bouches à nourrir, peu importe ton système, tu t'en sortiras pas. Donc, lui, vraiment, c'est le camp, l'école idéologique à laquelle il appartient. Donc, si tu veux aller à l'image suivante. Donc, évidemment, quand les libertariens critiquent Ehrlich, on est, enfin, ouais, c'est un gros secret, là, je suis libertarien, libéral classique. La plupart des critiques, à part moi, j'inclus Ronald Bailey, se concentrent, règle générale, sur le Perret avec Julian Simon. Et bon, ça, on en a déjà parlé. Je veux juste rappeler deux choses parce que j'ai vu quelques faussetés là, suite au décès d'Ehrlich. Ehrlich dit qu'il s'est fait avoir pour ça, puis il n'aurait pas dû investir sur des minéraux. Alors que dans le fond, tout ce que Simon lui disait, c'est OK, choisis 5 trucs de ton choix, durée de plus qu'1 an, puis je te laisse le choix de tout. Donc, il sait pas. Il y a des gens qui disent que Ehrlich s'est fait avoir, mais non, c'est lui qui a volontairement accepté de participer. Simon, évidemment, ne pouvait pas le forcer. Et c'est lui qui a choisi les minéraux. Et comme ça a été mentionné à quelques reprises, qu'on ne voyait pas souvent, il est tellement mesquin qu'il n'a pas voulu signer son chèque quand il a perdu. Il l'a fait signer par sa femme. Donc, une autre contribution dans Ehrlich ici. C'est un grand homme courageux. C'est vraiment un grand Ouais, homme. il était fier de ses principes, il faut le dire, là. Sa femme avait plus de testicules un peu, je pense. En tout cas. Oui, ben c'est ça. Ben, l'idée du. Puis un autre problème qu'on a avec le pari pour essayer d'expliquer ce que ça voulait vraiment dire, tout ce que Simon avait demandé, c'est que ça soit plus qu'1 an pour que tu aies peut-être la chance d'avoir une tendance. C'est Ehrlich qui a choisi 10 ans. Fait que depuis ce temps-là, tu as toujours des gens qui disent ouais, mais si tu divises le 20e siècle en période de 10 ans, tu vois qu'Ehrlich a gagné la moitié du temps. Oui, mais le 10 ans était complètement arbitraire, puis c'est le choix d'Ehrlich. Ce que Simon disait depuis le début, c'est la longue durée. Parce que tu as des cycles économiques, tu peux avoir, mettons, le détroit d'Ormuz qui fait que le prix du pétrole monte. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes la tendance à long terme. Ben Et si tu regardes les tendances à long terme, les trucs diminuent toujours. En tout cas. Voilà. Donc, les libertariens, règle générale, se contentent, quand ils parlent d'Ehrlich, de parler du Perret avec Julian Simon, et ensuite on ramène toutes les données, disant qu'on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, l'air est plus propre, les forêts reviennent, etc. Donc, ça, je l'ai déjà mentionné plus tôt. Là, Plusieurs bonnes références à l'écran Voilà. pour les gens qui cherchent de la nourriture intellectuelle sur le sujet. Là. On a déjà parlé pas mal de Factfulness, mais Scarcity and Growth, mais The Skeptical Environmentalist de Blum Lombard, c'est très bon aussi. Voilà. OK. Des trucs dont les libertariens parlent moins, puis ça, c'est un peu malheureux. J'ai jamais vraiment réussi à intéresser certaines personnes dans le milieu. Il y a eu plusieurs études de gens qui vont sur le terrain, qui sont souvent des gauchistes, genre des anthropologues ou des ethnologues ou des gens comme ça, qui vont dans des coins comme le Kenya, et puis qui se rendent compte que, ouais, la population a augmenté, mais le Kenya est plus vert qu'avant. Puis c'est pas nécessairement parce que le niveau de développement économique a été particulièrement fort entre les années 70 et les années 90, mais c'est parce que, par exemple, à un moment donné, ils ont changé les droits de propriété dans une région. Et tu donnes le droit de propriété aux gens, soudainement, ils vont faire l'effort de combattre l'érosion. Les gens qui ont un droit de propriété sur quelque chose feraient attention à leur propriété. Propriété, exactement. Donc, il y a beaucoup de régions qui se sont qui l'ont cru, voilà. Donc, il y a une littérature comme ça où des gens vont marcher dans la boîte et affronter les moustiques et les mouches tsetse, puis tu dis, ben, coudonc, il y a plus de monde qu'avant, mais c'est plus vert, c'est mieux entretenu. Donc, avoir plus de gens, peut-être que les institutions ont une certaine importance. En tout cas, voilà. Le problème, c'est que c'est souvent écrit par des gauchistes qui ne comprennent pas toujours ce petit aspect-là. Mais il y a une couple de livres intéressants, dont ici un que j'aime bien, là, More People, Less Erosion. Environmental Recovery in Kenya, 1994. OK. Bon, mais Ehrlich a des problèmes au début, pas juste avec les libertariens, il y a aussi des problèmes avec les marxistes parce que Marx et Engels, au début,
viennent de la gauche traditionnelle. Engels, ses premières idées sur Malthus lui viennent, dans le fond, des disciples de Saint-Simon, là, qui est un Français qui était libéral classique à l'origine, mais qui est devenu socialiste par la suite. Et eux, ils se créent des temples, là, c'est-à-dire qu'ils créent des écoles pour propager la pensée de Saint-Simon. Et Saint-Simon, c'est vraiment la technocratie. Là. Si tu mets les ingénieurs en charge de la société, tout va bien aller. Donc, le problème que Malthus décrit est juste un problème que les ingénieurs ne sont pas en charge. Donc, si tu mets les experts aux commandes de l'économie, le problème n'est pas la surpopulation, le problème est le capitalisme, le problème est l'anarchie du libre marché, puis tout ça. Donc, la perspective marxiste vient directement de cette vision du monde-là. Donc, les problèmes qu'on associe à la surpopulation, ce ne sont pas les pauvres. Le problème, c'est le capitalisme. Ben oui. Donc, tu mets les planificateurs centralisés en charge et tout va bien aller. Donc, si vous avez un pamphlet du Parti communiste canadien, le Canadian Party of Labour, The Scientific Killers ou Andy C'est pour ça que quand tu lis des auteurs de la décroissance puis qui sont très à gauche, ben, ils vont finir par te dire un truc du genre faut pas tomber dans le malthusianisme de dire qu'il y a trop de monde parce que si tout le monde vivait comme des gens du Burkina Faso, comme des Burkinabés, ben, on pourrait être 25 milliards sur la Terre, il n'y aurait pas de problème. Exactement. Puis alors que. Ça, Voilà. c'est comme l'entourloupe. C'est l'entourloupe. Si tu vas aller à l'image suivante, là, je vais. Bon, aussi, je voulais juste quand même, dans un esprit de charité, j'ai appris ça de Vincent, là, je voulais quand même lancer une petite fleur aux communistes. Là, ont-ils complètement tort? Ce que vous avez en bas, il y a eu. Les gens ont essayé de Les relancer. communistes, oui, toujours. OK. Ben, écoute, non, écoute, tu vois, j'essaie d'être généreux. Là. Je pense que Vincent m'influence trop. Là. Une chance qu'il n'est pas là, ça lui montre la tête. Mais il y a eu une tentative de relancer le contrôle de la population avec les émissions de CO2, de dire que maintenant, c'est pas que les gens consomment trop parce qu'on produit assez de bouffe, c'est qu'on émet trop de CO2. Donc, il faudrait relancer le contrôle de la population. Et il y a eu des initiatives qui ont été financées par des gens. Vous voyez John Podesta, Tim Wirth, Bill Gates. Je ne sais pas, il y en a combien qui sont sur la liste d'Epstein là-dedans, là, mais tu vois, quand ils vous disent que c'est les oligarques qui font ça là, parce qu'ils n'aiment pas le riff-raff. Non, peut-être. Tu vois, c'est mon rameau d'Olivier tendu aux marxistes. Ben, c'est le bout qui me fessait le plus. Plus j'avançais dans ton livre, Pierre, plus j'étais là. Je comprends pas le thinking de ces gens-là. Je comprends pas c'est quoi l'objectif. Puis c'est sûr que le livre est construit pour montrer qu'ils vont tous dans une certaine direction ou qu'ils ont une certaine. Mais en même temps, j'étais là. Je trouve. Je pense qu'ils appellent le clan des pessimistes là, dans Ouais. ton livre. Là, puis j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi pessimiste par rapport à l'humanité. Puis c'est ce qui est fou un peu, c'est que ces gens-là qui trippent sur le socialisme, qui trippent sur le communisme, qui tombent dans les affaires de Malthus, ils se considèrent comme vraiment enclins d'une mission importante pour Ouais. sauver l'humanité. Mais tu es là, tu te dis, ouais, mais à la base de tout ça, vous voyez un problème où il n'y en a pas vraiment. Mm. Ben, Vous essayez de sauver l'humanité d'un problème qui n'existe pas. C'est quand problème même spécial. imaginaire, c'est ça. Ben, puis tu vois, ils ont l'expression en anglais, it comes with mother's milk. Le père de Bill Gates, par exemple, était un militant anti-population important à Seattle, dans les années 60, 70 aussi. Là. C'était un homme important là-bas, puis il était impliqué, justement, influencé par Ehrlich et d'autres. Là. Il a eu ces idées-là depuis longtemps, puis je présume que ça. Tu sais, Bill, dans le fond, c'est la preuve que tu peux inventer quelque chose à partir de rien, que tu peux. Bon, vous avez peut-être vos jokes sur Windows, là, mais quand même, je pense qu'au total, ça a été bénéfique pour l'humanité. Ben, en fait, c'est que tu peux devenir multimilliardaire d'une entreprise en étant focusé pour l'optimisation de cette entreprise-là. Mais ça ne veut pas dire que tu comprends l'économie, comment elle fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu étais doué pour les relations interpersonnelles. Ça ne veut pas dire que tu étais doué pour le. Non, je comprends. Non, tout ce que je voulais dire pour Bill Gates, dans le fond, c'est qu'il a créé de la valeur, puis corrige-moi, c'est plus ton domaine, dans le fond, en aidant les gens à mieux organiser l'information. Ah, tout à fait. Plutôt qu'en produisant des choses. Fait que lui, je ne sais pas, Microsoft, a-tu déjà eu plus que quelques milliers d'employés? Je ne le sais pas, là, mais lui, dans le fond, c'est ça. Ce qui a contribué, c'est à rendre la société plus efficace par ses logiciels. Et je sais que, bon, peut-être. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est qu'il a créé une industrie à partir de rien, il a contribué à rendre la société plus efficace, mais en même temps, en tout cas. Mais peut-être qu'il ne veut pas avoir de riff-raff à côté de ses nombreuses maisons, là, je ne sais pas. Voilà. Fait que c'est ça. Ouais. Bon, ben justement, ça, c'est ce que tu fais, c'est ça à quoi tu faisais référence un peu plus tôt. J'ai dit les critiques environnementalistes de Ehrlich.
Donc, Ehrlich, dans sa biographie, ne mentionne jamais Julian Simon. Quand il se fait interviewer par des environnementalistes, c'est toujours la même chose. Là. Il réfère toujours à Simon comme un professeur de marketing. Il n'emploie jamais son nom. Mais il y a une personne qui ne peut pas éviter de mentionner, c'est Barry Commoner, qui est un autre communiste, là, mais qui est à l'Université de Washington à Saint-Louis, qui écrit un livre en 1971, The Closing Circle. Et lui, bon, c'est un communiste, donc il croit que le problème, c'est le capitalisme. Mais en même temps, c'est comme tu le dis, Frank, c'est lui, dans le fond, qui a amené l'idée. Le problème, c'est la technologie moderne. Comme tu dis, si on avait des technologies plus simples, là, un peu comme Gandhi le faisait avant, et on aurait moins de problèmes. Donc, Commoner attaque Ehrlich de façon assez virulente, c'est ses fondations marxistes, disant ouais, tu blâmes les pauvres, là, alors que dans le fond, les vrais problèmes, c'est les technologies, et entre parenthèses aussi le capitalisme, là, mais on essaie un peu de cacher ça aujourd'hui. Là. Et j'ai choisi l'image ici, même si elle n'est pas évidente, parce que ça vient de Time Magazine. Je ne sais pas si vous voyez la bande jaune en haut à droite, Environment, Nixon's New Issue. Donc, pourquoi, selon les marxistes et les gens comme ça, Richard Nixon et les républicains se sont convertis à l'environnementalisme au début des années 70? C'est parce que, en faisant ça, ils peuvent détourner l'attention du Vietnam puis des problèmes économiques. Donc, dans le fond, selon ces gens-là, Nixon ne croit pas vraiment à l'environnement. Et c'est pour ça que les marxistes, à l'époque, disent que c'est juste l'environnementalisme, c'est juste une diversion des élites pour pas qu'on s'attaque aux vrais problèmes, la pauvreté puis tout ça. Mais ce qui va arriver par la suite, c'est que les environnementalistes vont se rendre compte qu'ils peuvent faire, les marxistes peuvent se rendre compte qu'ils peuvent faire plus d'argent en devenant environnementalistes. Mais ça, c'est ma perspective cynique sur la chose. Fait que c'est ça. Donc, et puis eux, justement, la gang à qui tu fais référence, Frank, eux, c'est pas juste de dire que la population est la cause de tous les problèmes. Non, non, c'est la technologie. Donc, il faut en revenir aux villes où tu n'as pas ta voiture, les villes de 15 minutes, puis ce genre de choses-là. Donc, même si les changements climatiques ne sont pas vrais, on va quand même créer une meilleure société au bout parce qu'on va forcer les gens à avoir un niveau de vie plus modeste. Là. Évidemment. Voilà. Évidemment. Bon, les catholiques, une autre gang qui n'aime pas Ehrlich au début. L'Église catholique a beaucoup changé depuis quelques années, puis j'ai évolué un peu dans les milieux... plus vieux maintenant, ou non? Oui, c'est ça. Non, mais j'ai évolué un peu dans les milieux catholiques de gauche au début des années 90. On va y revenir parce que dans la partie Patreon, on va parler de l'innovation sociale et d'un certain professeur de l'Université Saint-Paul. Mais la branche plus traditionnelle des catholiques aux États-Unis... comme certaines branches de protestants, mais les protestants sont plus ouverts au contrôle des naissances de façon générale. Attaquent Ehrlich dès qu'ils sortent. Ils disent que bon, c'est la voie du diable et puis tout. Puis l'encyclique Humanae Vitae qui sort en 1968. Ça, c'est plus les méthodes de contraception naturelle, là, mais quand même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais tu vois qu'ils réagissent à l'époque déjà. L'Église catholique se positionne très fortement contre les gens qui font la promotion du contrôle des naissances pour le bien de l'humanité, là, disant qu'il faut défendre la vie, les familles nombreuses, c'est pas un problème, les gens ne sont pas juste des bouches à nourrir, c'est aussi des cerveaux, puis tout ça. Fait que, évidemment, bon, ça, c'est Catholic World Report, c'est pas des catholiques de gauche, là, c'est des catholiques plus conservateurs, mais justement, il y a plusieurs gens de cette mouvance-là qui disent que, dans le fond, le diable parlait par la bouche de Paul Ehrlich, donc l'Église catholique depuis le début. Les factions conservatrices catholiques laïcistes depuis le début, voilà. C'est ça l'affaire. Voilà. Donc, justement, les premières histoires vraiment plus fouillies du mouvement, de la vraie nature, si tu veux, du mouvement de contrôle des naissances, même des décennies avant Ehrlich, ont souvent été écrits par des catholiques. Kazan, ici, de War Against Population. Mosher, c'est un gars intéressant. C'est un athée qui travaillait en Chine, qui a été parmi les premiers universitaires à avoir accès à la Chine dans les années où ils ont commencé à mettre en place la politique de l'enfant unique. Et il a vu des avortements forcés, il a vu toutes sortes de choses qui l'ont profondément troublé. Il s'est converti au catholicisme, a eu genre une dizaine d'enfants, puis il a écrit beaucoup de choses sur l'histoire, les vraies racines, dans le fond, du mouvement de contrôle des populations. Donc, si tu regardes dans les premières décennies des années 70, 80, qu'est-ce qui, dans le fond, s'oppose le plus au mouvement de contrôle des naissances en remontant l'histoire pendant essayant de trouver les racines du mouvement, c'est souvent des écrivains catholiques aux États-Unis. C'est pas les seuls, là, mais ils sont importants quand même. OK. Puis là, on arrive aux féministes.
Fait que là, lui, finalement, il y a tout le monde sur le dos. Là. Les marxistes sont pas tout à fait Les marxistes ne d'accord. sont pas d'accord, les catholiques ne l'aiment pas, les libertariens ne l'aiment pas non plus. Mais, non, ça ne veut pas dire qu'il est moins important que les autres. Là. Remarque tous les prix qu'il a gagnés. Puis, non, je vous parle qu'il y a plusieurs opposants, mais quand même, il demeure la perspective dominante dans le monde universitaire. Je veux dire, je n'ai jamais parlé à mes collègues ici de contrôle des populations de ce qu'ils pensaient de Paul Ehrlich. Mais j'étais là quand Al Gore est venu à l'Université de Toronto, genre en 2006 ou 2007. Et à boire. OK. Peut-être dans Parti Patreon autour d'une bière, là, mais Ouais. c'est là que tu réalises certaines choses. Fait que t'arrives Fait que les féministes, historiquement, la génération qui écrit dans les années 60-70, je ne sais pas comment tu dis ça en français, le reproductive rights, là. Les droits reproductifs. Ouais, l'avortement sur demande, en gros. Là. Ils sont tous en faveur de ça, mais ils commencent à avoir un pushback à la fin des années 80, notamment la prof qui est là, Betsy Hartman. OK, toutes les affaires d'avortement, la gauche, puis pourquoi ils virent fou avec ça, est un petit peu lié avec ça, tu penses? Ce qui arrive, c'est ça, c'est que le twist que les féministes amènent, ils disent rien que les marxistes ou les catholiques n'ont pas dit auparavant, sauf qu'ils leur donnent jamais le crédit. Puis, vraiment, eux, ce qu'ils amènent, dans le fond, qu'est-ce qui poussait ça? C'est des hommes blancs racistes qui voulaient s'en prendre aux Noirs et puis tout. Ce qui n'est pas entièrement faux là, quand tu connais l'histoire du mouvement. Le problème pour Ehrlich, c'est que maintenant, c'est plein de jeunes radicaux qui l'haïssent parce qu'ils sont convaincus que c'est un blanc raciste. OK. Ils ne savent pas qu'il est juif, là, ce qui est encore, ce qui est peut-être mieux, là, parce que bon, ça ne l'aiderait peut-être pas. Alors que quand tu connais la vie privée d'Ehrlich, non, il s'est battu pour les droits des Noirs dans les années 50, là, quand il était à l'Université du Kansas. C'était encore un État où tu avais beaucoup de ségrégation. C'est pas l'Alabama, mais si tu étais noir, tu pouvais pas aller dans plusieurs restaurants. Fait que lui et d'autres étudiants à l'époque organisaient des sit-ins. Je pense qu'ils se retrouvaient genre 80 dans un restaurant, s'assoyaient et ne commandaient pas. Juste pour forcer le restaurateur à servir les Noirs. Fait qu'il a fait des choses comme ça. Fait que je défendrais pas Ehrlich outre mesure, mais quand on l'accuse d'être raciste, non. Il détestait l'humanité en général, pas des races en particulier. Voilà. Ouais, c'est ça, il haïssait tout le monde égal. C'est ça. Il haïssait tout le monde qui était trop nombreux, c'est ça. Bon, ça ici, j'ai manqué un peu de temps, fait que je m'excuse du plagiat au cas où vous auriez oublié. Là. Mais Ehrlich est tout sauf original, donc je peux, dans mon petit bouquin, je remonte à la Babylone antique où tu as des textes disant qu'il y a trop de monde sur la planète. La raison pour laquelle tu as eu un déluge, c'est que les dieux étaient tannés du bruit que les humains faisaient parce qu'il y en avait trop. Fait qu'il fallait épurer la population un peu. Donc, on a eu un déluge. Ici, c'est Tertullien, un théologien catholique. L'espèce de mythe du nettoyage, un peu. Voilà. C'est un peu ça, là. Exactement. Avec l'arche de Noé. Puis, voilà. Fait qu'à l'époque, je ne sais pas si on dit catholique dans les années autour de l'an 200. C'était pas encore les orthodoxes, c'était pas encore Ulchus, là, je pense. En tout cas, un des pères de l'Église, voilà. Ouais, c'est pères de l'Église, voilà. D'autres ici que je n'ai pas utilisés avant. Donc, même avant la révolution industrielle en Grande-Bretagne, il y a des gens qui disaient on va manquer de charbon bientôt. Là. On a brûlé tout notre bois, mais au moins le bois, c'est renouvelable, donc on devra revenir au bois. Donc, Standish ici, écrit 1613. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça à la page suivante, si tu veux y aller. C'est que le charbon qu'ils utilisent à l'époque, c'est le charbon que tu peux voir à partir de la mer. Ils appellent ça le Seacoal, dans la région de Newcastle. Fait que si tu arrives en bateau dans une région, tu regardes la falaise, puis tu as une couche de charbon. Puis ce que les gens faisaient à l'époque, c'est qu'ils allaient chercher le charbon qui était à la surface du sol. Donc, eux, ils ne comprenaient pas que tu avais des grosses veines de charbon sous le sol et que tu avais des grands dépôts. Fait qu'ils disaient on va manquer de charbon. Là. Puis ça, c'est bien avant James Watt. Là. Fait que c'est ça. C'est une autre ici, là. Root Church, qui n'était pas son vrai nom. Mais c'est à l'époque où tu utilisais des pseudonymes. Voilà. OK, fait que c'est ça. Fait que l'autre chose aussi qui m'achale avec Ehrlich, c'est qu'on dit toujours, il ne savait pas vraiment, c'était les années 60, comment il aurait pu. Alors que dans le monde anglophone, évidemment, tout ça a commencé avec Malthus autour de 1800. Et ce que je vous donne ici, c'est la liste des années où tu as eu des débats importants, pas juste entre universitaires, mais dans le grand public. Donc, on va revenir sur Malthus. Mais des années 1890, qu'est-ce que tu as? Tu as des mauvaises récoltes de blé en Amérique du Nord, puis tu as l'Allemagne qui s'industrialise rapidement. Puis vous êtes peut-être trop jeune pour vous souvenir de ça, mais quand la Chine a décollé,
il y avait plusieurs articles qui disaient, mais comment est-ce qu'on va pouvoir supporter la croissance de la Chine? Ils consomment tellement de ressources, on va manquer de ressources. Bon, les gens disaient la même chose quand l'Allemagne a décollé à la fin du 19e siècle. Le monde ne pourra pas supporter l'industrialisation de l'Allemagne parce qu'on va manquer de charbon, on va manquer de choses, puis, etc. Puis évidemment, avec les guerres mondiales, il y a des gens qui disent toujours, ben, c'est parce que dans le fond, il y avait trop de monde. Et je vais leur donner raison dans une mesure où Hitler était un malthusien et disait que, vu que les ressources sont limitées, on a des intres inférieurs à l'Est, là, des Polonais, fait qu'on tasse les Polonais, on va occuper leurs ressources, la race aryenne, le droit, tout ça. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, bon, on va y venir, ça a été dans le fond les gens qui ont formé Ehrlich. Mais ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que à chaque génération où tu as ces débats-là, les Malthusiens perdent, les optimistes gagnent. Ce que vous avez en bas ici, c'est la grande exposition de l'industrie de toutes les nations à Londres en 1851. Et tu as des historiens qui disent que vraiment, ce qui a fait changer la balance du débat en Grande-Bretagne, c'était clair à un moment donné que Malthus a tort parce que qu'est-ce qui arrive? Tu as le navire à vapeur, tu as le chemin de fer, on commence à ouvrir le Canada, l'Argentine, l'Australie. Tu as des terres vides où tu peux faire pousser du blé, tu amènes du blé en Grande-Bretagne, à un moment donné, tu apprends... tu peux faire venir de la viande aussi, on en a parlé déjà, là, pour ça, un petit peu après. Fait que les gens disent, c'est juste l'expansion dans des terres vides qui nous ont permis de contrer ça. Mais ce que tu as en 1851, c'est ça, c'est l'exposition où les gens voient tout ce qui a été inventé, genre depuis 10, 15, 20 ans. Toutes les nouvelles machines à vapeur, les nouvelles technologies, ça, apparemment, ça change la psychologie des gens en Grande-Bretagne qui disent, on n'a pas de problème, on va s'inventer des solutions, on regarde ce qu'on a fait depuis 10, 15 ans et on fait juste commencer. Fait que c'est une époque très optimiste qui a duré plusieurs décennies. Donc, voilà. Fait que, c'est pour ça qu'il y a entre les deux. Donc, l'exceptionnalisme humain, ça, c'est des auteurs sur lesquels je pourrais improviser la plupart, mais je voulais quand même souligner que c'est à la fois les gens qui sont pro-libre marché, donc à gauche, mais aussi les marxistes, les socialistes à droite. Donc, comme je le mentionne toujours, l'idée du malthusianisme, ce n'est pas une idée de gauche ou une idée de droite. C'est fondamentalement une idée d'idéologie réactionnaire, selon moi, qui ne croit pas au progrès, ultimement, là, tant bien à ça. Fait que, bon, on peut passer, là, mais je pourrais... Ça aussi, il y avait un livre qui a été publié par des décroissants français il y a une couple d'années, dont j'oublie tout le nom des auteurs, mais ça avait été signé par plus. C'était comme un livre coécrit. Le titre du livre était génial. Ça s'appelait Comment ne plus être progressiste sans être réactionnaire. OK. Et c'était justement par rapport au fait qu'eux, ils ne croient pas à ça, le progrès humain. Pour eux. C'est weird. Ouais, c'est vraiment weird. Je suis aussi. Tu fais le podcast, là, puis je suis pareil comme quand je lis ton livre. C'est comme. Je comprends pas. Cette fille, Oui. Puis ce qui est drôle, c'est que Malthus, bon, il y a des critiques qu'on ne connaît pas à l'époque. Lui, évidemment, il réagit contre Godwin et Condorcet. Godwin, c'est le père intellectuel des gauchistes anti-malthusiens. Si tu veux, Condorcet, c'est un libéral, mais qui a perdu sa tête pendant la Révolution, donc il n'a pas écrit vraiment par la suite. Là. Mais il y avait des gens qui étaient des spécialistes d'agriculture à l'époque qui disent, voyons donc, sa prémisse n'a pas d'allure. Malthus, c'est un étudiant en mathématiques. C'est pas quelqu'un qui connaissait grand-chose à l'agriculture. Puis il y a un Écossais en particulier qui écrit, regarde tout ce qu'on a fait en Écosse depuis des décennies. On est beaucoup plus productif. On ferait juste commencer. On va améliorer le rendement. C'est quoi cette idée stupide que tu utilises les meilleures terres au début puis que par la suite, tu peux juste produire moins? Non. Toutes les terres produisent plus. On a développé des engrais, on est meilleur pour drainer les terrains, on fait pousser des choses qui n'existaient pas auparavant, on développe des nouvelles variétés. En tout cas, voilà, non, c'est ça. Mais l'idée renaît toujours de ses cendres parce que tu as des gens, justement, qui, ultimement, je crois, ça allait être ma conclusion, je veux dire, mais c'est ça, qui ne veulent pas admettre, parce qu'ils sont biologistes, que les êtres humains, on a développé des habiletés qui sont uniques dans le monde animal. Et donc, on est différents. Et ça, ils ne sont pas capables. En tout cas. Fait que c'est ça. Dans le fond, Malthus, c'est même pas le premier qui a dit ça. Le premier, donc tu peux remonter des milliers d'années pour dire, trouver des gens qui disent qu'il y a trop de monde, mais la théorie telle que formulée par Malthus a été inventée par un jésuite défroqué italien, là, Botero. Et au début, je me disais, bon, il a sans doute écrit en latin, Malthus était jeune. Non, le livre de Botero avait été traduit en anglais, était disponible en Grande-Bretagne à l'époque. Mais évidemment, c'est avant le web, là, donc ça vaut ce que ça vaut. Ouais, c'est ça. Je suis prêt à y donner un petit slack là-dessus.
Mais ce que j'ai découvert au fil des années, puis ce qui m'a un peu déçu, j'avoue, c'est que les gauchistes sont beaucoup plus anti-malthusiens que les libéraux classiques en France. Tu as beaucoup de libéraux qui comprennent l'économie de marché, mais qui sont quand même beaucoup plus malthusiens que les gauchistes. Mais les gauchistes, c'est parce qu'évidemment, ils disent, ben, on doit changer le monde et ça va être tellement plus productif avec nous. Ben, tandis que les libéraux sont plus, ben, tu as l'économie de marché, les choses prennent du temps, puis écoute, tu as un ordre spontané qui fait que peut-être tu vas avoir un équilibre, puis en tout cas. Mais tout ça pour dire que sur le monde 200 ans, les gauchistes sont beaucoup plus anti-malthusiens que les libéraux, en France en tout cas, là. C'est ce que j'ai regardé il y a quelques années. Mais en tout cas, je le mentionne parce que j'aimerais ça que des fois que les gauchistes se rappellent de leur histoire. Fait que c'est ça. J'aurais pu sortir toutes sortes d'histoires. Je pense que je ne l'ai jamais utilisé, celle-là, auparavant. Donc, c'était un truc, c'était un cartoon malthusien des années 30. Évidemment, tu vois que la bonne qui prépare la bouffe est noire. Là, je le mentionne. Je pense qu'il ne ferait plus ça aujourd'hui. Mais l'idée, vraiment, c'est qu'il voit les ressources naturelles comme ce que tu as en réserve dans ton garde-manger ou dans ta chambre froide ou quelque Ouais. chose. Fait une fois que tu as fait ta bouffe, ben, il n'y en a plus. Fait que voilà. C'est ça. Donc, Ouais. 1936, là. Fait que mais tu sais, ça a toujours été un peu on dirait que peu importe le temps qui passe, t'as beau remonter, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, c'est toujours un peu le même débat entre C'est exactement le même débat. entre ceux qui pensent que quand tu prends tu sais, que la richesse, c'est comme une tarte, là, pour Ouais, reprendre la fameuse exemple. Puis si moi, je prends une pointe, ben, c'est que j'enlève une pointe à quelqu'un d'autre qui en voudrait une. ouais, Fait qu'avec puis ça vient avec, ça vient avec le corollaire de, ben, si tu en prends, c'est que tu le voles aux autres. ouais. Ben, c'est Si tout le temps toi, la tu en même as as. beaucoup, c'est que tu l'as volé à ceux qui n'ont pas. Ça revient toujours à ça, alors que tu as l'autre gang qui disent pas qu'ils veulent voler la pointe aux autres. Ils disent: «Moi, mon but, c'est que la tarte, elle grossisse tellement que tout Mhm. le monde puisse prendre des pointes à volonté». Ah, puis Exactement. ramène-les à une situation encore plus simple. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, la différence entre des gens qui comprennent pas que tout change autour d'eux et ceux-là qui le comprennent, c'est la chose suivante. La signature d'un contrat dans la tête de bien du monde. Quand il y a un contrat qui est signé, je sais pas pourquoi, il y a un exploité et un exploitant. Ouais. C'est de même que toute relation d'emploi ou encore de signature de contrat est vue ou est perçue. Alors qu'en réalité, si tu comprends bien l'économie, la chose que tu comprends à la base, chaque fois qu'un contrat est signé, les deux parties sont dans un meilleur état la seconde après la signature. Ouais, mais tu vois, ce que tu décris, par contre, c'est la nuance, justement, qui est souvent perdue dans ce débat-là. C'est que dans une société de marché, tout est volontaire. Donc, il y aura toujours deux gagnants. Si tu es dans un système communiste, par contre, et c'est là que les choses ont mal été. Des fois, tu perds ta Ben tête, voilà, c'est entre que autres. tu vas perdre. Si le gouvernement arrive et dit, ben, on construit un aéroport, pas sûr qu'ils vont te donner une compensation. Fait que tu vois, là où les Malthusiens ont eu raison, paradoxalement, c'est dans les économies communistes, les économies planifiées centralement. Je pense que je vous l'ai sans Ouais, doute puis dans déjà dit. un monde, excuse-moi de te couper, Oui. mais dans un monde qui a peu ou pas de croissance, le raisonnement est pas Mhm, 100% faux, là. Tu sais, dans le sens que, je sais pas, moi, si tu remontes à l'époque du Christ, là, mhm. ben, les gens qui vivaient à cette époque-là, leurs petits-enfants vont vivre pas mal la même vie qu'eux autres Voilà. et les petits-enfants de leurs petits-enfants, à peu près la même qualité de vie, à peu près le même niveau de confort matériel, tout ça. Fait que c'est normal de raisonner dans Mhm. un schème fermé, là. Ouais, Là, tu te dis: «OK, là, s'il y en a qui en prennent trop, là, moi, j'en ai plus, là». ouais, Parce que c'est un monde sans ou presque sans croissance. voilà. Et dans notre monde à nous, là, tu sais, où Mhm. il y a de la création de richesse, où il y a de l'innovation technologique, Parce qu'on a de la liberté, voilà, parce oui, je qu'on a de la comprends. liberté, parce qu'on a des institutions, Mhm, non seulement tu peux pas penser de même, mais tu peux même pas penser que tu prévois l'avenir mhm, sur une base fiable. Tu sais, parce que pour vrai, tu peux pas te tromper ben à l'époque où je parle. Tu le sais pas mal que tes petits-enfants vont avoir le même genre de vie que toi, là. Parce que mhm, toi, tu as eu la même que tes grands-parents, puis tes parents, puis tu sais, il y a mhm, pas de grand ben, il y en a des révolutions, mais mhm. tu sais, c'est rare, là. Et Voilà. c'est pas tous les jours qu'on invente la roue, là. Non, exactement. En même temps, je suis obligé de te dire que j'ai l'impression d'avoir vécu dans plein de révolutions, moi. Tu sais, révolution Internet, puis Ouais. après ça, il y a eu la révolution des logiciels, Mhm. révolution de l'intelligence artificielle. Ben, c'est Tabarouette. exactement mon point, là.
C'est que Ouais. nous, on vit dans ce monde-là qui Ouais. tu sais, tenir ce genre de propos-là. Tu sais, moi, j'ai aucune idée à quoi. Si je sais pas si je vais avoir des petits-enfants, mais je veux dire, j'ai aucune idée à quoi leur vie va ressembler. Je peux pas. Puis si quelqu'un OK, ouais, ouais. prétend le savoir, il peut pas le savoir. C'est Je me doute impossible. juste qu'elle va être mieux que la mienne. Ouais, mais vous voyez, c'est là où moi je suis un peu plus vieux puis un peu plus grognon. Je regarde aller notre société, puis justement, les gens qui font la promotion de la décroissance, qui veulent changer nos institutions, qui Ah, s'opposent ben à c'est la sûr que liberté ouais. d'expression. Ouais. Si, Ouais, si- c'est si sûr on a que. une société, si on continue de préserver les valeurs libérales, je suis Ben, optimiste. Mais sais-tu comment je suis en désaccord avec ce que tu viens de dire, Pierre? ouais. On dirait, oui, ces gens-là existent. Ils sont de plus en plus nombreux, mais ce qui nous aide, là, c'est qu'ils sont de plus en plus gnochons aussi. C'est pour la Ils sont partie tellement Patreon. déconnectés, genre, que la population ordinaire les regarde aller et dit Caroline, il y a donc bien du monde au cirque aujourd'hui. là. Ça Ouais. fait spécial, Non, hein? non, C'est ça. Restez là, on arrive à Patreon dans quelques dans instants. quelques instants. On Ouais. va aller vite, ça, j'en ai parlé. C'est qui sont les personnes, dans le fond, qui ont influencé Paul et sa femme? Parce que je présume qu'une des raisons pour lesquelles ils ont connecté, c'est que, bon, Paul avait lu les deux, là, Voight puis Osborne, quand il était étudiant. Il rencontre sa femme, elle avait déjà lu Osborne. Et ça, dans le fond, Mm. c'est les néo-malthusiens de l'après-guerre. Là. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. C'est les eugénistes qui ont besoin de se trouver une nouvelle raison d'être. Ils ont la solution, ils ont besoin d'un nouveau problème. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui tapent le plus sur ces gens-là, l'institution qui tape le plus, il y a un institut de recherche sur les politiques alimentaires à Stanford qui a été créé par l'ancien président Hoover, pas la Hoover Institution aujourd'hui, là, pas le directeur du FBI. Et ça, je l'aurais mentionné à Vincent parce que le gars, il le présente souvent, Bennett, le gars qui est directeur à l'époque, puis qui Mm. varge, qui dit que regarde nos données, tout s'améliore, même en Inde. Là, on parle de 1949, 1950. Bennett, c'est le géographe économiste de Stanford. Alors, je tiens juste à le mentionner. Les géographes. On a déjà été une profession qui avait de l'allure, là, avant qu'on cherche à query ma discipline. Ça, c'était un autre débat. Ouais. Et puis, Karl Brandt aussi, je l'ai mentionné. Lui, il est intéressant parce que justement, c'est un réfugié allemand, un économiste agricole qui s'est pointé aux États-Unis aussitôt que les nazis ont été élus. Et ça va être un des membres fondateurs de la Société du Mont Pèlerin. Et tu vois, je vous ai mis ici le premier paragraphe du livre de Voigt, qui dans le fond est la même chose que ce que Ehrlich va publier un peu plus tard. Fait que quand Ehrlich publie son livre, Brent est encore là, il est sur le bord de prendre sa retraite. Malheureusement, Bennett a un genre de cancer depuis 2-3 ans, il va mourir pas longtemps après. Mais Ehrlich a aussi eu du pushback de la vieille garde à Stanford, qui s'était déjà battu contre les gens qui l'avaient inspiré. Hanson, je l'aime parce que c'est le directeur du département de géographie de l'Université du Delaware, mais c'est souvent le cas en géographie, on accepte des gens d'autres disciplines, et c'est là que j'avais taquiné Vincent, de dire que, écoute, j'ai des collègues ici qui sont géologues, qui sont biologistes, on a même quelqu'un qui vient des programmes de politique publique, mais lui, c'est ça, donc c'est un ingénieur, il varge ces gens-là. Et déjà à l'époque où Ehrlich publie The Population Bomb, ces gens-là ont tort depuis Malthus, chaque génération, ils ont tort. Même Mao va pousser contre ça, le marxiste, là, dans la faillite de la conception idéaliste de l'histoire. Encore une fois, oui, j'essaie de rendre justice aux marxistes. Il est fort heureux que la Chine soit très peuplée, même avec une population plusieurs fois multipliée. La Chine est tout à fait capable de trouver une solution. Cette solution, c'est la production. Donc, c'est pas juste. Hey, c'est pas drôle quand c'est rendu que Mao Zedong Ouais. te donne des cours de réalisme. Mais tu vois, je l'ai peut-être déjà dit, Mao n'est pas dans mon livre parce que ma femme ne m'a pas autorisé à le mettre. Elle a dit Staline puis Mao, non, ça ne rentre pas. Fait que vous avez Trotsky, vous avez d'autres gauchistes, mais vous n'avez pas Mao parce que ma femme ne m'a pas laissé. Et moi, je note surtout que tu as obéi. Là. Ben oui, écoute, Ben, je connais ma place. Là. Fait que justement, c'est là que j'allais. Le divan n'est pas si confortable que ça. C'est ça, exactement. Mais fait que c'est ça. Fait que je voulais repluguer mon livre encore une fois à 7$ sur Amazon. Et bon, enfin, je ne savais pas où on allait aller avec Ehrlich, mais ça fait 1 heure, c'est peut-être assez. On peut passer à l'innovation sociale. Voilà. Non, la quantité de références qu'il y a là-dedans, c'est malade. Oui, mais regardez, là, il n'est pas très épais. Là, fait que c'est pas long à lire. Oui, c'est un peu aride, mais comme je vous le dis, ça allait être. Ça allait être ma tentative, enfin, à Johanna aussi, de publier quelque chose qui se lit en quelques heures. Là. Bon, il y en a pour une couple d'années, là, mais bon, quand même. Oui, mais c'est parce que moi, je suis spécial dans les lectures, faut le dire, mais c'est parce que, mettons que je serais bon dans le name dropping, dans des conversations, là,
ça serait un livre parfait, là, tu sais, parce que je Mhm. pourrais montrer que je suis vraiment intelligent. J'ai lu plein de gens comme Mhm. plus intelligents que moi. Tu sais. Il y a plein de chroniqueurs qui font ça d'habitude Ouais. dans leurs chroniques. Moi, le problème, c'est que je ne retiens pas les noms. Fait que là, j'ai de la misère à le faire. Mais la quantité de références qu'il y a pour démontrer ton point est juste malade. Là. C'est fou, ce Ben, c'est livre-là. ce que j'ai essayé de faire, dans le fond, c'est l'histoire de la chose, parce que il y a beaucoup de gens comme Ronald Bailey qui, justement, vont remonter aux années 60 puis 70, puis je ne sais pas si je devrais le dire, mais quand j'ai commencé, il parlait de Voigt puis Osborne il y a peut-être une vingtaine d'années. Il ne savait pas de qui je parlais. Lui, c'est sa génération, ça commence avec Julian Simon puis Paul Ehrlich. Donc, pour eux, ils savent qu'il y a eu Malthus dans le passé. Fait que là, ensuite, tu as un gros trou noir, puis tu arrives à Ehrlich puis Simon. Puis j'ai dit, non, non, écoute, crois-moi, là, tu as le même débat à chaque génération, puis notre gang gagne tout Ouais. le temps. Et je pensais que cette histoire-là valait la peine d'être. Mais c'est un Euh, méchant rabbit hole. Quand tu commences à tirer les ficelles, puis oui, tu fais comme la généalogie d'un courant de ouais. pensée, d'une idée, Mm. tu tires sur une ficelle, puis là, tu ouvres 3 portes. Non, mais c'est pour ça que j'ai Oh! écrit le livre. Là. Je veux pas faire peur au monde, là, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. C'est pour ça que je l'ai arrangé par thème plutôt que. Je prétends pas faire une histoire Mais, détaillée. mais, mais Mais tu viens de dire de quoi que j'aime de ton livre, parce que c'est vrai ce que tu dis. C'est un livre qui démontre qu'on a tout le temps raison sur un sujet. ouais. Puis on dirait que c'est l'affaire qui m'agresse le plus depuis que je m'informe, puis que je lis, puis que je fais de la politique ou des choses comme ça. Tout le monde dit que je suis un cave, tout le monde dit que j'ai tort. On perd toutes nos maudites élections, année après année quasiment. Mhm. Mais Christy, au niveau des idées, là, on a tout le temps raison. Ouais. Le temps nous donne tout le temps raison. Puis là, tu es là, tu te dis, il me semble, je commence à être un peu tanné de ça. Là. Tu sais, tu dis, Écoute. si on est pour avoir raison souvent comme ça, Ouais. peut-être que ce serait logique qu'on nous écoute un peu plus. Ou, Ouais, mais tu sais, Je une peux mauvaise idée, tu peux l'essayer souvent. Maintenant, elle va finir par marcher. Là. Regarde, en ce moment, c'est les épiceries communautaires. Tu as Ben beau oui. leur dire que ça a été essayé dans plein de villes aux États-Unis, puis qu'à part s'ils sont subventionnés à l'os et encore, ça ne marche pas partout. C'est pas ils grave. font Non, non, pareil. c'est ça La qu'il faut faire. réglementation du prix des loyers, le Ben oui, contrôle ben des oui. salaires. Ben oui, ben oui. Et d'ailleurs, ça a toujours été. Bon, je vais me Tout le temps, taire, même là. thématique. Hein? Toujours la même. Mais c'est pour ça que j'essayais de vendre ces idées-là à certains think tanks, disons, libertariens. Je leur disais, écoute, je comprends que vous voulez sortir des chiffres, ça fait plus scientifique, puis tout, mais à un moment donné, il faudrait peut-être raconter l'histoire de toutes ces choses-là pour dire, non, ça a été essayé ici, puis là, puis en tout cas. Mais là, si tu veux, Parti Patreon, justement, on s'attaque aux vieilles idées gauchistes qui ne veulent pas revenir. Donc, je me suis tapé l'entrevue de Durand Folco avec le prof Caron, et j'avais montré Oh, que ces idées-là remontent à au moins 200 ans et qu'il y a des débats depuis longtemps. Voilà. parfait, mais on en parle dans quelques instants.